Question de santé. Nous sommes tous concernés. Comment devient-on malade? Quels sont les risques? Comment les éviter? Quel espoir de guérison? Question de santé. Votre magazine va aborder tous ces thèmes proches de vos préoccupations. Tous les mardis, de 15h à 16h, Mariama Mané et ses invités, des spécialistes reconnus, tenteront de vous éclairer sur la prévention du grand public et ses droits, les traitements et les moyens d'y accéder. Question de santé, tous les mardis, de 15h à 16h, avec Mariama Mané sur RSI, Radio Sénégal International. Chers auditeurs de Radio Sénégal International, heureuse de vous retrouver après près de 5 mois de répit. Octobre Rose est le prétexte pour nous de parler de cancer en général et particulièrement du cancer du sein, le premier cancer chez les femmes dans le monde. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans votre émission Questions de santé le cancérologue chimiothérapeute Dr Doudou Diouf. Bonjour docteur. Bonjour Mariam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse le temps de dire bonjour aux auditeurs de Radio Sénégal International. Bonjour à tout le monde, bonjour chers auditeurs, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons dans cette émission de santé. Docteur, rien que de prononcer le mot cancer, avec la forte incidence au Sénégal, 7000 nouveaux cas par an, cela fait vraiment peur, docteur. C'est vrai que cela fait peur partout dans le monde, les gens ont peur du cancer. C'est vrai que dans les pays développés, les gens de plus en plus parlent, communiquent. De temps en temps, vous entendez que telle star ou telle autorité est décédée de cancer. C'est exceptionnel dans nos pays que les gens en parlent comme ça, de façon aussi ouverte. Mais c'est une maladie effectivement dangereuse. On a des raisons d'avoir peur de cette maladie d'une part, mais on a énormément de raisons aussi de ne pas en avoir peur parce que c'est une maladie comme beaucoup d'autres pour lesquelles on a quelques solutions quand même. Quelle est la couche de la population la plus touchée? Les hommes, les femmes, les adultes, les enfants? Tout le monde est touché. Il y a le cancer des enfants, notamment les leucémies, les rétinoblastomes, les néphroblastomes. C'est des cancers qui sont beaucoup plus fréquents chez les enfants. Mais également les adultes, que ce soit les hommes et les femmes. Mais chacun a son cancer. Chez les femmes, les 2 cancers les plus fréquents, c'est le cancer du sein, qui est le premier cancer depuis 2013, et le cancer du col de l'utérus chez la femme. Donc ce sont les 2 cancers les plus fréquents. Chez l'homme, c'est le cancer de la prostate qui est le cancer le plus fréquent et de loin le plus mortel. Nous avons également le cancer du foie, les cancers digestifs qui sont des cancers très fréquents chez les hommes. Voilà, vraiment, en résumé, c'est les cancers, chacun a 5 cancers. Pour les femmes, c'est vrai qu'on parle beaucoup du cancer du sein, mais il y a le cancer du col qui, jusqu'en 2013, était le premier cancer. Mais du fait donc des moyens de prévention beaucoup plus faciles pour le cancer du col, le cancer du col est en train de régresser et malheureusement, le cancer du sein, lui, il progresse. Et il progresse partout dans le monde, aussi bien au Sénégal qu'ailleurs. Quand parle-t-on de cancer du sang? Les cancers du sang, en général, ce sont les leucémies. Ce sont des cellules sanguines qui sont malades. Et c'est parmi les cancers malheureusement les plus dangereux et c'est parmi les cancers où les moyens thérapeutiques font le plus souvent défaut. Docteur, comment un enfant peut-il être atteint de cancer? Un cancer, nous tous nous sommes formés de cellules. Ce sont les cellules qui constituent l'unité de notre corps humain. Ces cellules se renouvellent tous les jours, que ce soit chez l'enfant, surtout chez l'enfant où les cellules croissent beaucoup plus vite que chez l'adulte. Donc, ces cellules se renouvellent. En se renouvelant, ces cellules peuvent être malades. Très souvent, ça peut être lié aux gènes, donc les consanguinités ou bien des maladies génétiques transmissibles, mais qui surviennent chez l'enfant, notamment les rétinoblastomes, les néphroblastomes. Souvent, ce sont des maladies liées à des gènes, mais également les leucémies. Les leucémies également liées aux problèmes de consanguinité, liées aux problèmes génétiques, souvent à des problèmes génétiques. Donc ce sont ces cellules qui constituent l'unité du corps humain, qui existent aussi bien chez l'enfant et qui a besoin de croître. Donc les cellules se multiplient très vite. En se multipliant très vite, s'il existe des facteurs de risque, que ce soit génétiques ou environnementaux, ces facteurs vont être à l'origine de ces cancers, malheureusement chez l'enfant ou bien chez l'adulte. Voilà, on est en octobre, on parle d'Octobre Rose, un mois pour sensibiliser et faire de la prévention contre le cancer du sang. Docteur, quelle est la mortalité et la morbidité due au cancer du sang au Sénégal? Au Sénégal, il est relativement difficile de parler de mortalité globale. On n'a que des projections. Le problème qu'on a, on n'a pas de registre des tumeurs. On l'avait
on avait un registre où on enregistrait tous les cas de cancer du Sénégal ou de Dakar en particulier. Mais malheureusement, depuis quelques années, ce registre n'est plus actif. On est en train de se battre pour que ce registre puisse redémarrer. Mais on a quelques difficultés techniques liées peut-être au manque de moyens et surtout au manque de ressources humaines. Parce que les ordinateurs pour faire fonctionner le registre existent. Le logiciel nous a été offert, mais pour le moment, nous ne disposons pas d'assez de personnel pour aller recruter tous les cas de cancer qui sont diagnostiqués dans les hôpitaux. Peut-être on va y arriver. Donc, nous ne pouvons qu'à partir des chiffres de l'Institut du cancer faire des projections. Nous recevons 4000 nouveaux patients chaque année, dont 2000 cancers donc, à l'Institut du cancer. Et ces 2000 cancers sont représentés essentiellement par les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus parce que nous recevons plus de femmes que d'hommes, étant donné la configuration du service. Les cancers de prostate étant reçus dans les services d'urologie et les cancers bronchopulmonaires étant reçus dans les services de pneumologie et autres. Donc, ces cancers du sein et du col, malheureusement, les malades viennent à des stades avancés, 75% en général, mais malheureusement, nous avons une mortalité estimée à environ 60%. Donc, vous imaginez, si on reçoit, nous, à l'Institut du cancer, plus de 2000 nouveaux cas de cancer, nous en perdons plus de 1000 chaque année, liés au fait que les malades n'ont pas beaucoup de moyens, mais également les malades consultent à des stades relativement avancés de leur maladie. Maintenant, pour revenir au cancer du sein, quels sont les symptômes de la maladie? En fait, les symptômes les plus fréquents, nous, en général, on se base sur des études qui sont réalisées dans le service. En général, les patientes consultent parce qu'elles ont une boule dans le sein. Elles viennent vous dire, docteur, j'ai une boule dans le sein. Nous, on l'appelle nodule, on l'appelle masse, etc. Mais elles viennent vous dire, docteur, j'ai un nodule, j'ai une boule dans le sein. Donc, c'est le symptôme le plus fréquent. 80% en général des malades qui viennent parce qu'elles ont constaté une boule ou bien cette boule a été diagnostiquée ou palpée par un professionnel de santé et cette malade a été envoyée chez nous. Mais il peut s'agir d'une modification de la peau du sein. Il peut s'agir très rarement de douleur. Donc les gens pensent toujours que le cancer fait mal ou bien quand elles ont une boule dans le sein, attendent d'avoir mal pour venir. Ben c'est une grosse erreur. Le cancer, il fait mal très rarement ou bien quand il fait mal, il est déjà avancé. Donc c'est pourquoi il est conseillé aux femmes, dès qu'elles constatent, donc si elles font de l'auto-examen, de l'autopalpation, qu'elles constatent une boule dans le sein, quelle que soit la taille de la boule, d'aller voir un professionnel de la santé pour pouvoir au moins faire un diagnostic précis pour savoir est-ce que c'est un cancer ou pas. Parce que heureusement, toutes les boules qui apparaissent dans le sein ne sont pas des cancers. Souvent, ces nodules, ces boules, donc, constituent des tumeurs bénignes et plus de 80% de ces tumeurs donc, sont des tumeurs bénignes. Il n'y en a que 20% qui constituent des cancers. Donc, on demande aux femmes qui remarquent des boules, même si ça ne fait pas mal, de venir consulter. Donc, en dehors de la boule, en dehors des modifications cutanées, en dehors de la douleur, il peut s'agir d'un écoulement. Une femme qui constate qu'elle voit un peu de sang dans son soutien-gorge quand elle enlève le soutien-gorge ou bien un liquide qui ressemble un peu à du lait jaunâtre, etc. Donc, il y a plusieurs signes qui peuvent apparaître et qui peuvent annoncer un cancer du sein. Mais, quelquefois, malheureusement, il n'y a peut-être pas de signes au départ et la malade peut venir à un stade avancé alors que peut-être elle n'avait pas remarqué de nodule, etc. parce que les seins sont relativement denses pour qu'elle remarque la boule qui s'est développée dans le sein. Est-ce que le cancer du sein est héréditaire? Oui, en fait, il y a le gène qui augmente le risque de cancer du sein. Il y a un gène qui est héréditaire, ce qu'on appelle le gène BRCA, Breast Carcinoma Antigène. Donc c'est un gène, quand une femme l'a dans son corps, elle peut transmettre ce gène à ses enfants, que ce soit ses enfants garçons ou filles. Donc, et du fait de ce gène, on a un risque important de faire un cancer du sein par rapport à la population normale. Ça veut dire qu'on peut avoir le gène et ne jamais faire le cancer du sein. Mais ça veut aussi dire que quand on a ce gène, on a plus de risques que la population normale de faire un cancer du sein. Donc, ce n'est pas le cancer en tant que tel qui est héréditaire, mais c'est le gène qui augmente le risque de faire un cancer du sein qui est héréditaire et qui fait que, malheureusement, ces gens font plus de cancer du sein que les autres. En plus même du cancer du sein, ils sont plus à risque de faire un cancer de l'ovaire par rapport également à la population normale. Quels sont les facteurs de risque? En dehors de ce facteur de risque dont on vient de parler, qui est ce facteur génétique,
donc dont on hérite, que ça soit hérité du papa ou de la maman, il y a les facteurs environnementaux. Donc les facteurs individuels d'abord, les facteurs hormonaux. On disait avant que les femmes qui ont eu à avoir très précocement, avant 9 ans, les règles, font plus de cancer du sein que les autres. Les femmes qui ont eu à avoir des ménopauses tardives ont plus de risques de faire des cancers du sein que les autres. Les femmes qui ont eu à peu allaiter dans leur vie ont plus de risques de faire des cancers que les autres, etc. Donc il y a les facteurs hormonaux, mais également des facteurs environnementaux. Ces facteurs environnementaux, il s'agit de l'alimentation d'abord. Une alimentation trop riche en graisse favoriserait le cancer du sein. Le tabac, en plus de tous les autres cancers, que ce soit de la bouche à l'anus, mais également le tabac est un facteur de risque important de cancer du sein. Le stress, de plus en plus on est stressé. Le stress, il est carrément prouvé que le stress est un gros facteur de risque. Et il est même remarqué que chez certaines femmes, particulièrement après le veuvage ou bien après le décès d'un parent proche, on a remarqué qu'il y a une augmentation relative de ces cancers du sein. On a remarqué également une augmentation du cancer du sein chez les femmes qui travaillent la nuit, par exemple les infirmières, les gardiennes de prison, etc. Donc il y a énormément de facteurs. Il ne faut pas que ces gens qui font ces métiers ou bien ces gens qui ont ce type de vie aient peur. C'est juste que ça devrait t'amener à beaucoup plus consulter, à faire beaucoup plus de prévention parce que les moyens préventifs existent pour pouvoir diagnostiquer le cancer du sein précocement. Chers auditeurs de Radio Sénégal International, vous suivez votre émission Questions de santé qui reçoit le cancérologue chimiothérapeute Dr Doudou Diouf. Docteur, est-ce qu'on peut traiter et guérir le cancer du sein? On peut bel et bien guérir le cancer du sein, mais on a plus de chances de guérir ce cancer quand tu l'as vu précocement. 75% malheureusement de nos malades arrivent à des stades avancés. Donc il n'en reste que 25% qui arrivent précocement. Ceci est lié au fait que souvent, il n'y a pas de dépistage de ce cancer. Donc si ce cancer est dépisté, si ce cancer est diagnostiqué précocement, les chances de guérison sont nombreuses. Parce qu'en Europe, ils ont plus de 80 à 89% de survie à 5 ans. C'est-à-dire, un malade qui fait son cancer du sein peut survivre très très longtemps après son cancer du sein, plus ou moins guéri de son cancer du sein. Ici, nous avons 40 à 60% de survie à 5 ans. Donc après 5 ans, nous perdons plus de 60% de nos malades. Tout simplement parce que les malades arrivent à des stades avancés, tout simplement parce que les malades n'ont pas beaucoup de moyens pour se traiter. Donc on peut bel et bien guérir le cancer du sein, mais à condition de venir à un stade précoce. Justement, comment se fait la prise en charge? La prise en charge, elle est multidisciplinaire et elle est relativement longue et elle est très coûteuse. Multidisciplinaire parce qu'il y a d'abord quelquefois les chirurgiens qui interviennent ou bien les chimiothérapeutes qui vont intervenir. Ensuite, les radiothérapeutes vont intervenir. En plus, bien sûr, des radiologues, des anapathes, etc. Donc, elle est multidisciplinaire. Donc, en fonction du stade de départ, on déterminera la stratégie thérapeutique au niveau d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, pour les cas les plus intéressants ou les plus difficiles, on se réunit pour discuter quelle est la meilleure stratégie thérapeutique pour chaque patiente. Et en fonction de cette stratégie thérapeutique, cette stratégie sera déroulée pour la patiente en fonction, bien sûr, des événements qui vont survenir, en fonction des événements, donc des moyens dont nous disposons. Vous êtes chimiothérapeute. En quoi consiste la chimiothérapie? La chimiothérapie, c'est l'utilisation de produits chimiques dans le but d'éliminer ou de tuer des cellules cancéreuses. Donc d'éliminer un cancer qui est constitué par ces cellules cancéreuses. Donc en général, ce sont des médicaments qui sont perfusés, mais il peut s'agir de médicaments donnés par voie orale ou bien des médicaments donnés par voie locale. Donc perfusés de façon cyclique, tous les 21 jours ou tous les 28 jours, en fonction des produits utilisés ou bien en fonction de la maladie, donc en fonction de la localisation. Donc ce sont des médicaments qu'on donne à nos patients ou à nos patientes pour guérir le cancer ou bien pour stabiliser le cancer ou bien pour faire régresser le cancer en vue d'autres traitements. Est-ce que la chimiothérapie est accessible ici? Elle est relativement accessible, c'est-à-dire les médicaments sont disponibles. En général, tous les médicaments dont nous disposons sont disponibles, sauf
de temps en temps, comme par exemple actuellement le médicament pour les mélanomes est en rupture à Dakar depuis quelques mois, malheureusement, et c'est le seul médicament un des rares médicaments qu'on peut prescrire, il est en rupture. Mais pour les cancers les plus fréquents, tous les médicaments en général existent, sauf peut-être les thérapies ciblées. Les thérapies ciblées, c'est des médicaments beaucoup plus spécifiques de certains cancers qui sont très très nouveaux, mais qui coûtent relativement cher, ce qui fait que on ne les amène pas beaucoup dans les pharmacies. Mais les médicaments sont disponibles dans les officines, les médicaments sont disponibles dans les hôpitaux. Donc, du côté de la disponibilité, il n'y a pas trop de problèmes. De temps en temps, on a des ruptures, ce n'est pas bien pour les malades, mais on n'a pas trop le choix. Mais ce qui constitue le problème, par contre, c'est le coût. Ce coût est relativement élevé. Je vous ai dit que c'est des chimiothérapies qu'on doit faire de façon régulière. Il peut s'agir de 6 à 12 chimiothérapies. Donc vous imaginez, même si ce coût est relativement bas pour certains, il peut être relativement élevé pour d'autres. Si on vous dit qu'une chimiothérapie coûte en moyenne 50 000 francs, donc tous les 21 jours, donc il y en a qui malheureusement ne peuvent pas se payer cette chimiothérapie à 50 000 francs. Et ça, c'est la chimiothérapie la moins chère. Il y en a d'autres qui peuvent coûter jusqu'à 1 million, jusqu'à 2 millions par cure. Donc, ça peut être très très cher pour une certaine population, surtout une population non assurée. Combien de temps? C'est des cures qui peuvent faire tous les 21 jours. Donc, c'est moins de 2 mois. Il y en a 6 à 8 à 12 à faire pour certaines pathologies ou bien pour certaines localisations. Donc, ça peut être relativement cher quand même pour les populations. Est-ce que le plateau technique qui est disponible au Sénégal permet de faire facilement la chimiothérapie? Oui, du côté de la chimiothérapie, nous n'avons pas de problème. Si les médicaments sont disponibles, la prescription est faite et les malades font leur cure. Le seul problème, il y a des ruptures souvent, je l'ai dit. L'autre problème également, c'est la prescription de ce médicament. Nous ne sommes pas très nombreux, ceux qui prescrivent cette chimiothérapie. On est parmi les rares chimiothérapeutes du Sénégal. On est 2 à l'Institut du cancer pour plus de 2000 nouveaux malades atteints de cancer, en plus des autres malades qui viennent pour autre chose. Donc vous imaginez la charge de travail qu'on a par jour. Les rendez-vous sont relativement éloignés du fait de ce nombre de malades important et le nombre de médecins peu important. Donc, deuxièmement, quand vous avez la chance d'avoir un rendez-vous, d'avoir cette prescription, vous allez dans une salle où il y a 40 à 50 malades par jour pour une vingtaine de places. Donc vous imaginez, le nombre de malades est largement supérieur au nombre de places. Donc on est obligé de faire ce qu'on appelle des lots de malades. On prend un certain nombre le matin, on prend un autre l'après-midi, ce qui constitue des difficultés. Heureusement, il y a une association grâce à Madame Ndiaye et la LISCA qui vont nous construire une très grande salle hyper fonctionnelle. Mais bon, ça va régler un peu le problème. Ça ne réglera pas globalement tous les problèmes que nous avons. Donc nous avons énormément de problèmes pour la chimiothérapie, mais on est en train de se battre. Les malades se battent pour survivre parce qu'il faut vraiment se battre. C'est un combat. Je dis souvent aux malades, c'est un long combat. Il est difficile, mais si la personne a du courage, si la personne a les moyens de se soigner, avec de la chance, on peut guérir de ce cancer. Docteur, est-ce qu'un sein atteint de cancer peut contaminer l'autre? Non. C'est pas le sein qui contamine. C'est pas une maladie contagieuse. Je le rassure tout le monde. Quand vous vivez avec une personne qui a un cancer du sein, vous pouvez laver cette personne, manger avec cette personne, dormir sur le même lit avec cette personne. C'est pas cette personne directement qui va vous contaminer. Mais du moment que, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un risque génétique, un risque hormonal et un risque environnemental, mais le risque qui a fait que le cancer du sein, par exemple gauche, c'est le même risque qui est dans le corps de la personne qui peut faire que le sein droit sera atteint. Également, les cellules ont tendance à se détacher, à se localiser ailleurs. Elles peuvent se localiser dans le cerveau, dans le poumon, mais elles peuvent également aller se localiser dans l'autre sein. Donc, le sein gauche peut être malade et avoir une bilatéralisation, ou bien il peut s'agir de nouveaux cancers dans le sein contralatéral. Ce n'est pas une contamination directe du sein gauche vers le sein droit ou du sein droit vers le sein gauche, mais c'est une maladie qui peut naître dans le sein et naître dans l'autre sein, ou bien les cellules peuvent traverser le corps et aller se localiser dans les autres endroits du corps, aussi bien le sein qu'ailleurs. Maintenant, quand arrive-t-on à l'ablation du sein ou bien des seins? Ici, on fait souvent l'ablation du sein, très souvent. 90-95% de nos malades, on fait l'ablation du sein. Ceci est lié au fait que les malades viennent à des stades avancés, mais ceci est lié au fait que aussi on a en plus d'autres problèmes. C'est-à-dire, quand on ne fait pas l'ablation du sein, la radiothérapie est obligatoire. Ici, la machine que nous avons date des années 89. C'est une vieille machine qui est surutilisée
et qui n'arrive pas à faire tout le travail qu'on attend de cette machine parce qu'elle est vieille et en plus il y a trop de malades. Donc si on doit attendre cette machine pour avoir un rendez-vous et compléter la chirurgie, parce que si on n'enlève pas le sein, il faut la compléter par une radiothérapie, quelquefois on peut dépasser les délais. Et en dépassant les délais, on augmente les risques de faire des récidives. Donc les récidives, c'est la maladie qui revient dans le sein. Donc pour éviter tous ces problèmes, vu que les malades ont des stades avancés, vu qu'on n'a pas trop de moyens de surveillance, parce que ce sein qui n'a pas été enlevé a besoin d'une surveillance stricte et vraiment très rapprochée et relativement chère, par notamment l'IRM qui peut coûter 180 000 francs à chaque fois que la malade a besoin de cette IRM et qui n'est pas souvent disponible. Donc vu tous ces problèmes, nous conseillons souvent à nos femmes de procéder à l'ablation mammaire, ce qui fait qu'elles sont en sécurité, elles sont moins à risque de faire des récidives par rapport à une population chez qui on a conservé le sein sans avoir fait le traitement qu'il faut, comme il faut et quand il faut. Docteur, ça c'est vraiment terrifiant, dramatique même. Maintenant, comment faire pour prévenir le cancer du sein? Les facteurs évitables, il faut les éviter. C'est-à-dire la sédentarité, l'obésité, l'alimentation trop riche en graisse. Il faut l'éviter. Ça, on peut l'éviter. Le tabac, ça ne sert à rien. On peut l'éviter. Donc, ce qui est évitable, on peut l'éviter. Malheureusement, on ne choisit pas sa maman. On ne choisit pas de naître avec un gène. Ce gène qu'on a dans le corps, on n'y peut absolument rien. On est né avec, on va vivre avec. Il faut peut-être faire un effort pour qu'on puisse faire la détection de ce gène et pouvoir dire à telle femme, vous êtes plus à risque que les autres. Et ces femmes, on va mieux les surveiller. Donc, les facteurs évitables, il faut les éviter. Les autres facteurs, on n'y peut pas grand-chose. Mais ce qu'il faut, c'est de faire des dépistages. Mais ces dépistages, c'est grâce à la mammographie. Le seul examen valable et efficace pour le dépistage du cancer du sein, c'est la mammographie. C'est une radiographie des seins qui coûte relativement cher pour le moment, mais heureusement, pendant le mois d'octobre, il y a des associations qui l'offrent gratuitement aux femmes sénégalaises. Donc, ceux qui veulent faire des mammographies gratuitement, c'est le moment. Dès que vous avez 40 ans, vous pouvez aller à la Ligue sénégalaise contre le cancer et pendant le mois d'octobre, on va vous offrir la mammographie. Donc, vous pouvez en profiter pour faire un dépistage, ce qui permet, si on découvre une maladie dans le sein, vous pouvez être guéri et sans qu'on vous enlève le sein, si vous avez les moyens de faire tout le traitement nécessaire pour ça. Docteur, seuls 2 chimiothérapeutes dans tout le Sénégal. Qu'est-ce qui justifie cette situation? Pour l'Institut du cancer, il y a une chimiothérapeute à l'hôpital principal. Bon, ils n'ont malheureusement pas beaucoup de malades. Il y a d'autres chimiothérapies, mais pour d'autres organes. Pour le cancer du poumon, par exemple, il y en a à l'hôpital Fann, il y en a à l'hôpital CTO. Donc, on n'est pas très nombreux. Mais des chimiothérapeutes purs, vraiment à 100%, qui s'occupent de presque beaucoup de cancers à l'Institut du cancer, on n'est que 2. Ceci est expliqué par le fait que, malheureusement, les études de chimiothérapie n'existent pas au Sénégal. Il faut avoir une bourse pour pouvoir aller étudier à l'étranger. Nous avons eu à étudier avec nos propres moyens. Mais beaucoup de jeunes veulent partir maintenant, mais malheureusement, ils n'ont pas des moyens pour partir. Donc, il faut la bourse. Et malheureusement, cette bourse n'existe pas trop. Pour cette année, on n'a eu qu'une seule bourse pour un étudiant qui est parti au Maroc. Mais malheureusement, il y en a une qui est partie à Abidjan pour ses propres moyens. Jusqu'à présent, on demande la bourse pour qu'elle puisse continuer. On n'y arrive pas. Donc, c'est ça le problème. Il n'y a pas de bourse pour que les gens puissent partir à l'étranger pour se former. Et les études de chimiothérapie n'étant pas très rentables, je veux dire rentable par là que dès la première année, deuxième année, tu ne peux pas gagner de l'argent pour vivre et faire vivre peut-être tes parents qui ont peut-être besoin de toi. Mais les gens préfèrent aller faire d'autres études comme la pédiatrie ou la gynéco, ou peut-être dès la première, la deuxième année, tu peux peut-être aider tes parents ou t'aider toi-même à payer ton loyer et autre chose. Donc c'est peut-être ce qui explique que les chimiothérapeutes manquent beaucoup au Sénégal. Je crois que les autorités du pays doivent vraiment investir et soutenir les étudiants qui veulent se spécialiser dans ce domaine. Si on veut vraiment lutter contre les cancers, il est vraiment temps aussi de financer le plan stratégique de lutte contre le cancer. Docteur, quel conseil donnez-vous à la population afin de réduire l'incidence du cancer, surtout le cancer du sein? Déjà, de plus en plus, les gens savent que le cancer existe parce qu'on en parle de plus en plus. Le seul problème, c'est que nous, nos femmes, quelques rares hommes, parce qu'on peut avoir quand même le cancer du sein chez 1% des malades qui viennent chez nous. Quelques rares, malheureusement, ces femmes attendent souvent
très longtemps avant de venir consulter. Ceci, plusieurs choses l'expliquent. Peut-être le manque de moyens, le manque de temps, parce qu'il y a les enfants qui sont à l'école, on attend les vacances pour venir, etc. Donc nous conseillons à ces femmes-là de faire des dépistages, de faire de l'auto-examen, l'autopalpation des seins. Si elles le peuvent, de faire des mammographies. C'est un examen qui n'est pas douloureux et qui est presque disponible dans presque quasiment toutes les régions. De plus en plus maintenant, dans les régions, on installe des mammographes. Donc une fois que cette mammographie est faite, si un diagnostic est fait, on les envoie à l'institut ou dans des services où on peut les traiter et guérir leur cancer beaucoup plus facilement que si elles attendent longtemps. Donc vraiment, mieux vaut faire la prévention que de vouloir guérir un cancer sans être sûr de le guérir. Maintenant, quel plaidoyer faites-vous auprès des autorités? De leur dire que le plan national de lutte contre le cancer existe et existe depuis des années. C'est la deuxième fois que ce plan est écrit par les patrons du service de l'Institut du cancer et malheureusement nous attendons les financements jusqu'à présent. Si ce plan était financé, on aurait assisté à une augmentation des ressources humaines, parce que les ressources humaines manquent. On aurait assisté à une augmentation des structures qui peuvent accueillir les malades atteints de cancer. On aurait également assisté à une meilleure prise en charge de ces malades et à une meilleure disponibilité des médicaments et du matériel pour traiter ces malades. Donc il est vraiment temps qu'on finance ce plan national de lutte contre le cancer et qu'on discute davantage avec les spécialistes du cancer pour pouvoir améliorer la prise en charge du cancer dans nos pays. Au lieu de dépenser des milliards à évacuer des fonctionnaires, à évacuer des parents, à évacuer des malades, des malades pour les amener au Maroc ou en France. Malgré nos moyens très limités, nous continuons à traiter beaucoup d'Africains et si on avait ces moyens quand même plus ou moins développés, on en accueillerait beaucoup plus et ceci serait du tourisme hospitalier pour tout le monde, bénéfique pour le pays.